histoire de passer le temps, pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au panel Institutions du Québec Santé, Parlement et Éducation au 20e siècle du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Donc, je vais maintenant déjà céder la parole à M. Ross, professeur au département d'histoire de l'UQAM et spécialisé en histoire du Québec et du Canada. À vous, M. Ross. Merci, Jonathan. Bonjour tout le monde, content de vous voir, même virtuellement, pour cette séance du colloque Jean-Marie Fecteau. Je prends toujours beaucoup de plaisir à participer au colloque et j'ai hâte d'écouter nos trois conférenciers. Donc, le panel, Jonathan l'a présenté, le thématique est Institutions du Québec, santé, parlement et éducation au 20e siècle. Je vais rapidement présenter nos trois panélistes et ils présenteront leur communication dans l'ordre spécifié dans le programme. Et on gardera les questions pour la fin. Donc, on commencera avec Éric Donnet, qui vient de terminer, qui est en cours de terminer une maîtrise en histoire à l'UQAM, et sa communication s'appelle « Les enjeux de santé reliés à l'amiante, un point de vue québécois, 1975-1984 ». Par la suite, Renaud Vimont du UQTR, la sociologie et la science politique au service de l'histoire parlementaire, apprenez l'évolution de la réponse du législateur québécois face à l'influence des intérêts privés organisés de 1977 à 2002. Et en troisième lieu, Martin Robert de l'UDM, l'Institut d'études médiévales 1930 à 1971, les débuts de la recherche interdisciplinaire en sciences humaines à l'Université de Montréal. Donc, ça vous donne déjà une idée des objets de recherche et des thématiques qui intéressent nos conférenciers. Sans tarder, je vais céder la parole à Éric Donnet. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici avec nous. Merci au comité organisateur. Merci à Daniel de présider le panel. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je veux partager avec vous la première partie d'une recherche que j'ai entreprise sur le lobby pro-amiante québécois. Donc, le lobby pro-amiante, en fait, ça désigne tous les efforts organisés de promotion internationale de l'amiante québécois à l'étranger entre les années 1980 et le tournant des années 2010. C'est un sujet assez controversé dans lequel je me suis embarqué parce que les pratiques de ce lobby, qui est financé par les gouvernements du Québec et du Canada, font vraiment scandale à la fin des années 2000. Mais ça, ce sera pour une autre présentation. Parce que pour le moment, donc, dans cet exposé, je vais seulement aborder le contexte de création de ce lobby au début des années 1980. Donc, mon objectif sera d'essayer de me mettre dans les souliers des différents acteurs historiques qui ont appuyé la création de ce lobby en comprenant leurs motivations et leurs attentes. On fera le constat que la création du lobby pro-amiante est supportée par plusieurs acteurs, qu'elle répond à plusieurs intérêts et que la crise économique de 1981-82 joue le rôle de déclencheur dans la mise sur pied de ce lobby. Donc, pour faire cette recherche, j'ai utilisé une variété de sources témoignant des acteurs locaux des villes productrices d'amiante au Québec. J'ai consulté de très nombreux journaux d'époque et une grande variété de documents gouvernementaux, ainsi que le journal des débats de l'Assemblée nationale du Québec. J'ai aussi réalisé quelques entrevues avec des acteurs de cette histoire qui ont pu confirmer certaines de mes analyses. Donc, mon exposé va se diviser en trois parties. On va d'abord chercher à comprendre quels sont les groupes d'acteurs qui supportent l'industrie de l'amiante à la veille de la création du lobby pro-amiante. Ensuite, on va regarder comment la crise qui s'amorce avec la récession de 81-82 joue un rôle de déclencheur dans la mise en place du lobby. Puis finalement, on va analyser les différents objectifs qu'il doit remplir. Donc, dans les acteurs qui supportent l'industrie de l'amiante, pour commencer, eh bien, il y a bien sûr les compagnies minières. Par contre, je crois qu'il est vraiment important de comprendre que les compagnies minières ne sont pas toutes seules et qu'aussi, ce ne sont pas les acteurs les plus importants dans la liste qu'on va voir. Les compagnies minières sont intéressées principalement au profit,
Aucune d'entre elles est contrôlée par des Québécois. Ce sont des entreprises étrangères qui cherchent avant tout à faire de l'argent. Ça veut dire concrètement que si le vent tourne et que la direction d'une entreprise juge que l'intérêt de la compagnie, c'est plus dans l'amiante, comme ça a été le cas avec la John Mansfield d'asbestos en 1982, eh bien, cette multinationale peut vendre ses actifs et réinvestir ailleurs. Or, ce n'est pas le cas des deux autres groupes d'acteurs qui n'ont pas la flexibilité caractéristique du capital. Les communautés productrices d'amiante sont nettement les défenseurs les plus farouches de leurs ressources. Les communautés productrices sont enracinées dans l'amiante et elles en sont dépendantes au niveau économique. Au Québec, il en existe deux communautés productrices d'amiante. Les deux sont dans les Appalaches, au sud-est de la province. Il y a d'abord la ville d'Asbestos, qui est aujourd'hui rebaptisée Val-des-Sources, que l'on voit sur la photo de gauche, puis la communauté de Thetford Mines, qu'on voit sur la photo de droite avec ses paysages de dompes caractéristiques. Il est important de comprendre que pour les communautés extractrices, l'amiante, c'est bien plus que des emplois. Oui, ce sont beaucoup d'emplois directs, beaucoup d'emplois indirects. Et il y a dans les deux cas une véritable dépendance économique envers l'industrie de l'amiante. Mais un emploi dans une ville mono-industrielle, et ça a été démontré par de nombreuses recherches, c'est bien plus qu'un salaire. C'est chargé d'une symbolique très riche, d'un système de valeurs particulier et d'une identité propre. Pour vous montrer comment l'amiante est au cœur de l'identité des habitants de Thetford Mines, je peux vous dire par exemple qu'on y organise à chaque année une fête communautaire qu'on appelle les fêtes de l'amiante. Il y a aussi la toponymie dans la région. À Thetford, on est dans la MRC de l'amiante. On étudie dans une école de la commission scolaire de la région de l'amiante. On va au cégep de la région de l'amiante. On se fait soigner à l'hôpital de la région de l'amiante. Je pourrais aussi ajouter concernant l'identité locale qu'à l'époque, dans la région, on aspire officiellement à devenir la capitale mondiale de l'amiante. Je pourrais aussi vous dire qu'au bureau d'accueil touristique de Tourisme Amiante, on présente aux touristes tous les usages industriels de l'amiante. Le troisième acteur qui supporte l'industrie de l'amiante dont je veux vous parler, il est super important et sa présence est assez particulière. Il s'agit de l'État québécois. Bien sûr, le gouvernement du Québec perçoit des revenus de cette industrie, mais c'est loin de se limiter à ça. Dans les années 70, dans le contexte de la Révolution tranquille, il se passe avec l'amiante quelque chose qui est comparable à ce qui s'est passé avec l'hydroélectricité et la création d'Hydro-Québec dans les années 60. Il se passe que le Québec, comme le schématise cette caricature d'époque, est en position de force dans l'industrie mondiale de l'amiante. C'est le plus grand exportateur d'amiante au monde à l'époque et jouit d'un quasi-monopole sur cette ressource naturelle qui est, je le précise, très utilisée dans une foule d'usages à cette époque. Mais le problème, pour de nombreux Québécois de cette époque, influencés par les idéaux d'émancipation économique et nationale caractéristiques de la Révolution tranquille, eh bien, c'est que cette ressource ne bénéficie presque pas aux Québécois. Et c'est ce que veulent démontrer les deux caricatures que vous voyez ici. Durant les années 70, le fait que les Québécois perçoivent si peu de bénéfices de leur amiante et le fait que l'industrie de l'amiante est contrôlée par un cartel de multinationales américaines fait véritablement scandale. Quand dans les années 70, on parle du scandale de l'amiante, c'est à ça et non aux problèmes de santé qu'on fait référence. Les problèmes de santé reliés à l'amiante sont véritablement mis au jour durant la grève de Thetford Mines de 1975. Ils viennent appuyer en réalité cette volonté pour les Québécois de prendre contrôle de leur industrie de l'amiante et mettre fin aux usages dangereux de ce minerai qui sont alors attribués à l'insouciance des compagnies privées capitalistes. C'est dans ce contexte très particulier au Québec qu'on discute de plus en plus de la prise en main par les Québécois et pour les Québécois de leur industrie de l'amiante par le biais de la nationalisation, comme on l'avait fait avec Hydro-Québec au début des années 60. Comme dans le cas d'Hydro-Québec, c'est René Lévesque, cette fois à la tête du gouvernement du Parti québécois, qui défend l'idée de la nationalisation de l'industrie de l'amiante.
Après avoir été élu en 1976, le gouvernement Lévesque présente en 1977 une politique nationale de l'amiante visant à prendre en main une industrie qui ne fonctionne pas pour l'intérêt des Québécois. En 1978, on crée une société d'État, la Société nationale de l'amiante, chargée de l'exploitation de mines d'amiante et de manufacturer plus d'amiante au Québec. En 1978, on crée aussi un centre de recherche et de développement sur l'amiante qui se trouve à l'Université de Sherbrooke. Son rôle est de trouver des solutions aux problèmes de santé reliés à l'amiante. On veut y concevoir des produits qui ne sont pas dangereux. Puis c'est en 1980 qu'a lieu la première nationalisation. Les mines Bell Asbestos de Tetlin Mines sont désormais opérées par la Société nationale de l'amiante. Puis en 1982, la multinationale américaine Asbestos Corporation, qui exploite plusieurs mines à Tetlin Mines, est achetée par le gouvernement du Québec. Dès la fin des années 70, l'État québécois mène donc une politique très interventionniste dans l'industrie de l'amiante, qui va le placer à l'avant-plan quelques années plus tard, lorsque cette industrie entre dans une période de crise profonde. Je pense que c'est important de comprendre que plusieurs acteurs qui supportent l'industrie de l'amiante à la fin des années 70, comme on vient de le voir, et que le Québec développe déjà à cette époque un point de vue très particulier concernant les dangers de santé reliés à l'amiante. On est convaincu que les problèmes de santé sont largement dus au laisser-faire et à l'insouciance des compagnies capitalistes, et que l'intervention de l'État québécois dans cette industrie va permettre d'assainir les pratiques dangereuses de cette industrie. La crise économique de 1981-82 frappe très durement la toute-puissante industrie québécoise de l'amiante, qui enregistrait pourtant des profits records en 1979. En quelques années, la production d'amiante, la valeur des expéditions et le nombre d'emplois dans cette industrie diminuent d'environ 2/3 de son niveau d'avant la crise. On parle donc de plus de 4000 emplois directs et autant d'emplois indirects qui sont perdus dans 2 petites communautés mono-industrielles. Ça fait vraiment très mal. Peu importe la nature de l'industrie, si c'est l'amiante, mais on peut tous comprendre les conséquences catastrophiques que de telles pertes d'emplois peuvent avoir au niveau humain et au niveau de la dévitalisation des régions touchées. Donc, pour faire face à ce déclin rapide au début des années 80, les différents acteurs qui appuient l'industrie de l'amiante et qu'on vient de voir déploient différentes stratégies. Il y a d'abord les compagnies privées. Pour faire face à la crise, elles suppriment toutes des emplois et réduisent leur niveau de production. Mais les plus grosses compagnies, des grandes multinationales, ont pas mal de flexibilité pour faire face à la crise. Le géant de l'amiante britannique Turner & Newall vend ses exploitations de Tetlin Mines pour relocaliser ses opérations vers le Zimbabwe où les coûts sont plus abordables. Le géant américain des produits d'isolation John Mansfield vend sa mine d'asbestos pour se concentrer dans les produits de substitution. Mais pour la majorité des compagnies, l'idée principale, c'est de réduire le niveau des opérations et de licencier du personnel. Les communautés minières, de leur côté, vous le comprenez, ne peuvent pas changer de vocation aussi facilement. Elles sont enracinées dans un territoire, dans une histoire, dans une identité, une vocation particulière. La réaction principale des communautés, ça a été de demander l'aide du gouvernement du Québec, qui est déjà très présent dans l'industrie de l'amiante, comme on l'a vu, et qui a déjà promis qu'il allait s'investir encore plus. Donc, on fait des manifestations, on met de la pression sur les députés locaux. Les syndicats et les chômeurs sont particulièrement revendicateurs. Je vous donne l'exemple du comité des chômeurs de l'Asbestos Corporation qui va prendre l'habitude presque à chaque semaine d'aller vandaliser le bureau du député de Frontenac, Gilles Grégoire, pour montrer son insatisfaction par rapport aux résultats de la politique de l'amiante du gouvernement du Québec. On exige aussi que le gouvernement nationalise d'autres mines en espérant que ce sera un meilleur employeur que les compagnies privées. Puis on demande que les projets de construction d'usines de transformation d'amiante de la Société nationale de l'amiante aboutissent et que des emplois soient créés.
Donc, vous voyez bien, il y a beaucoup d'attentes fondées sur le gouvernement du Québec et il va répondre très positivement aux demandes locales. On est alors, je vous le rappelle, encore dans une période d'interventionnisme étatique caractéristique de la Révolution tranquille, mais qui est pourtant dans ses dernières heures. Le gouvernement Lévesque va donc nationaliser l'Asbestos Corporation de Thetford Mines. Il va décider d'investir pour réembaucher des travailleurs mis à pied dans les mines et il continue à développer sa politique de recherche et de développement sur l'amiante. Il fonde entre autres beaucoup d'espoir sur la création dans ses laboratoires de Sherbrooke d'une fibre d'amiante non toxique appelée le chrysophosphate. Le problème cependant avec cette fibre non toxique, c'est de trouver un procédé industriel qui rende la production abordable. C'est donc aussi dans ce contexte de crise et de recherche de stratégies pour faire face aux effets de la crise qu'est mis sur pied le lobby pro-amiante entre 1981 et 1984. Les craintes croissantes en Occident quant aux risques posés pour la santé par l'amiante constituent une des raisons essentielles qui expliquent le déclin de cette industrie. La mise sur pied d'un lobby chargé de défendre le point de vue selon lequel l'amiante peut être utilisée de manière sécuritaire, c'est une stratégie dans laquelle tous les acteurs qu'on vient de voir vont s'embarquer et ils vont s'y embarquer à fond. Avant d'aller plus loin avec les objectifs du lobby, je veux faire une précision par rapport aux arguments scientifiques qui sont défendus. Au début des années 80, la position du Québec se fonde sur une opinion scientifique assez répandue. On dit que oui, l'amiante est un produit dangereux, mais en l'utilisant de façon sécuritaire, on peut limiter les risques, comme on le fait avec des produits comme le plomb ou l'uranium, par exemple. On dit aussi qu'il serait prématuré de remplacer l'amiante par des substituts, comme le polychlorure de vinyle, le PCV, parce qu'à cette époque, les recherches indiquent que les substituts sont peut-être pas moins dangereux que la fibre d'amiante elle-même. La position scientifique soutenue alors par le Québec est donc vraiment moins controversée que ce sera durant les années 2000, où la position officielle du Québec est à des années-lumière de ce qu'indique la recherche scientifique. Je pense que cette précision est quand même importante. Donc, pourquoi tous les acteurs veulent s'embarquer dans la promotion internationale de l'amiante? Eh bien, c'est parce qu'ils appuient cette industrie comme on l'a vu. Il y a des intérêts économiques à conserver les marchés internationaux, les profits et les emplois reliés à cette industrie. Il y a des intérêts politiques qu'on a assez clairement identifiés pour le gouvernement du Québec. Et il y a aussi cette volonté dans les communautés minières de préserver plus que des emplois, mais aussi leur identité. Puis donc, tous les acteurs vont s'impliquer à leur façon dans ce lobby. Les compagnies et les gouvernements, et ça inclut aussi le gouvernement du Canada, investissent de l'argent, plusieurs millions par année. Les gouvernements fournissent leur appareil diplomatique, car la promotion de l'amiante devient une politique des affaires étrangères du Québec et du Canada. Des fonctionnaires, des ministres et des premiers ministres même, dans leur visite à l'étranger, abordent le sujet de l'amiante pour défendre leurs intérêts. Les gouvernements créent des entités para-étatiques chargées de promouvoir l'amiante. Le Centre canadien d'information sur l'amiante est créé durant la crise et est assez vite remplacé par l'Institut de l'amiante qui va demeurer en place pendant 3 décennies. Les syndicats des mines d'amiante jouent aussi un rôle très important, car eux, ils tentent de convaincre les autres syndicats internationaux d'adopter la théorie que l'amiante peut être utilisé de façon sécuritaire et que donc, c'est pas nécessaire de bannir l'amiante. Puis, dans les communautés minières de Thetford Mines et d'Asbestos, eh bien, on se range systématiquement derrière tout ce qui est favorable à l'industrie et on condamne, au contraire, tout ce qui est dit de négatif envers cette industrie. Et ça, c'est vraiment frappant dans la façon dont les médias locaux, les politiciens locaux, les organismes divers abordent tous les sujets reliés à l'amiante pendant cette époque. En 1983, des gens d'Asbestos et de Thetford Mines créent le comité de revalorisation de l'amiante dans le but de redonner ses lettres de noblesse à l'amiante. Tous les organismes locaux sont membres de ce comité. Les MRC, les municipalités, les commissions scolaires, tous les organismes de sport et loisirs, il y a même les chevaliers de colons qui vont s'impliquer et ils vont aller essayer de convaincre leur conseil central, basé aux États-Unis,
d'adopter la position de l'usage sécuritaire de l'amiante. Donc, je pense qu'avec tout ce que je vous ai présenté, on comprend mieux comment ça se fait que le Québec a commencé à faire la promotion internationale de l'amiante au début des années 80. C'est une position qui est supportée par plusieurs acteurs de la société. C'est aussi, de façon incontestable, une stratégie de lutte contre la crise économique et contre la désindustrialisation de deux communautés périphériques du Québec. J'ai hâte, je vous avoue, de continuer mes recherches sur l'évolution de ce lobby dans les années 90 et 2000 pour comprendre comment la situation dégénère. Parce que dans les années 2000, les pratiques de ce lobby deviennent rien de moins que scandaleuses, en particulier leur position de plus en plus négationniste envers le consensus scientifique, et aussi par rapport à tous les efforts déployés pour exporter de l'amiante dans des pays en développement où les mesures de sécurité ne sont pas respectées comme elles le devraient. Je pense que ma présentation peut aussi nous permettre concrètement de mieux comprendre ce qui se passe dans une ampleur beaucoup plus grande de nos jours en Alberta avec l'industrie pétrolière et énergétique, où il y a un lobby très puissant, supporté autant par le politique que par la population et par les compagnies. Où il y a aussi un aspect identitaire très fort relié au pétrole et où la crise provoquée par la baisse du prix du pétrole au début des années 2010 joue là aussi un rôle de déclencheur dans une certaine mesure. Donc voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, ce sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Notre prochain panéliste sera Renaud Vimont. Renaud, la parole est à vous. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du colloque, d'une part pour me donner l'occasion de présenter les résultats de mes recherches et d'autre part pour vraiment l'excellence de leur organisation. Donc, entre les deux lois péquistes, le projet de loi 2 sur le financement des partis politiques de 1977 et le projet de loi 80 sur le lobbyisme de 2002, le regard du politique sur la relation entre intérêt public et privé au Québec a beaucoup évolué. Associant une analyse de contenu et une analyse de discours des débats parlementaires autour de ces deux projets de loi, j'ai montré comment la question de l'indépendance des titulaires de charges publiques a été progressivement reformulée. D'abord formulée de manière éminemment politique, interrogeant l'influence de la société civile sur les élus, l'enjeu se transforme après 1990, sous l'influence du néolibéralisme, en un problème plus étroit d'éthique et de déontologie, alors que les métiers de l'influence se professionnalisent autour du personnage du lobbyiste. Mon analyse réunit la science politique, la sociologie et l'histoire parlementaire. Cette approche interdisciplinaire m'a permis d'exposer comment les acteurs des débats parlementaires ont été des agents actifs de la reformulation du problème public et de l'évolution des solutions législatives qui lui ont été apportées, sans qu'ils n'aient pour autant eu pleinement conscience de cette évolution. Donc, ma présentation se déroulera en 3 parties. Tout d'abord, je montrerai ce que la science politique et la sociologie ont apporté au cadrage conceptuel de mes recherches en histoire parlementaire. Ensuite, je montrerai comment le problème récurrent des relations entre les intérêts privés et les titulaires de charges publiques a été abordé sous un angle ouvertement politique au cours des années 60 et 70, mettant en jeu les relations de pouvoir entre les élus et la société civile. Enfin, je montrerai comment, à partir des années 1990, l'enjeu est reconstruit comme un problème éthique et déontologique en phase avec la professionnalisation des lobbyistes. Depuis les années 80, plusieurs chercheurs en sciences politiques ont commencé à s'intéresser aux liens entre l'État et la société civile, tels que, par exemple, Stéphanie Yates et Raymond Hudon au Québec. Les recherches des politologues ont pris 2 orientations principales. D'une part, l'établissement d'une typologie du lien entre l'État et la société civile, visant principalement à différencier le lobbyisme, notamment du patronage. D'autre part, la science politique a utilisé cette différenciation pour établir une norme politique dont se dégagent de bonnes et de mauvaises pratiques. Il en découle une légitimation des pratiques du lobbyisme. On retrouve d'ailleurs cette légitimation en 2002 de manière quasi hégémonique dans le discours des acteurs du débat parlementaire. Contrairement à la science politique,
la sociologie a cherché à s'interroger sur la légitimité des liens entre les intérêts privés et les titulaires de charges publiques. Elle a ainsi jeté un regard critique sur les pratiques d'influence des groupes d'intérêt au sein des démocraties modernes. Dépassant l'approche normative des politologues, la sociologie propose une approche plus historique, notamment à travers l'aspect constructiviste de la notion de problème public. Ainsi, pour Patrick Assenteufel, il s'agit d'appréhender les politiques publiques en termes d'interaction d'acteurs contextualisés. La sociologie permet également d'appréhender un des acteurs devenus essentiels dans la construction des problèmes publics, à savoir la société civile. La sociologie s'intéresse à l'émergence de cette société civile comme un acteur politique de premier ordre au tournant de la Seconde Guerre mondiale avec la mise en place des États-providence. À partir des années 80, deux écoles de sociologie s'affrontent. Alors que le néolibéralisme et les phénomènes de globalisation et de mondialisation économique exercent un certain nombre de pressions sur l'État-providence, une école voit la puissance hégémonique des forces du capital comme un frein pour les autres organisations collectives qui composent la société civile, et l'autre voit les organisations capitalistes comme un moteur de vitalité et d'autonomie pour la société civile. Il existe un lien fort entre l'histoire parlementaire et la sociologie des problèmes publics. En effet, cette dernière a permis à certains historiens d'aborder les sources parlementaires comme un outil d'analyse de l'interaction entre l'espace parlementaire et la société civile, notamment Florence Valade pour l'étude de l'autisme ou Julien Prudhomme pour la technocratisation de l'État. De plus, l'objet de ma recherche est particulièrement approprié au lien entre la sociologie des problèmes publics et l'étude du champ parlementaire. En effet, le lobbyisme et le financement partisan sont des problèmes publics propres à l'action parlementaire. Enfin, la sociologie de la législation, avec des auteurs tels que Courtier et Millet, fait de l'action parlementaire un objet historique en soi, avec une logique, un rôle, des pratiques et une périodisation qui lui sont propres. Cette approche est peu connue au Québec, où l'histoire parlementaire prend surtout la forme d'une chronique ou d'une histoire des règles parlementaires formelles. À l'heure actuelle, les études québécoises qui reposent sur les sources parlementaires les utilisent plus pour étudier la société civile que le moment parlementaire en soi. Pour ma part, j'ai étudié les processus de décision parlementaire en y associant le cadre conceptuel de la sociologie des problèmes publics. Il s'agit donc d'étudier la partie ultime de la construction du problème public à travers l'analyse du discours et de l'action législative des parlementaires qui ont renouvelé et réglementer les relations entre l'État, ses représentants et les acteurs sociaux. Au cours des années 60 et 70, le problème public de l'influence des intérêts privés organisés sur les titulaires de charges publiques a été formulé de manière éminemment politique. Au Québec, jusqu'à la fin des années 60, marqué par les pratiques des années duplessistes, les libéraux du gouvernement Lesage ont posé l'enjeu essentiellement en termes de lutte politique contre le patronage. La mise en place de la commission Salvas en étant l'exemple le plus parlant. Cependant, au sein de la société civile, dont je le rappelle, l'importance politique s'est fortement accrue avec l'apparition de l'État-providence, l'influence du monde des affaires sur les partis politiques pose de plus en plus de problèmes. En effet, la loi électorale de 1963 n'interdisant pas les contributions des entreprises aux caisses électorales, le rapport en capitaux continue de favoriser les partis qui leur sont traditionnellement plus favorables, tels que le Parti libéral du Québec. Dès lors, à partir des années 70, alors qu'éclatent plusieurs scandales politico-financiers en Amérique du Nord, comme au Québec, l'enjeu se déplace vers un autre front, tout aussi politique, celui de l'influence des forces financières sur les partis politiques. Se livrant à une véritable bataille mémorielle, péquistes et libéraux revendiquent l'héritage politique de la Révolution tranquille. Pour le PLQ, les réformes des gouvernements Lesage et Bourassa ont achevé la transformation du Québec en une démocratie moderne. Pour les péquistes, le projet de loi 2 est à la fois une étape de la réforme générale des mœurs politiques en cours depuis la fin du duplessisme, auquel l'évêque a participé, et l'aboutissement d'un débat plus particulier sur la question du financement des partis politiques que l'élection de 1976 va enfin permettre de clore. Réforme majeure et essentielle pour le gouvernement Lévesque, le projet de loi 2 est le premier mandat formel confié à un ministre. Pourtant, son parcours parlementaire ne se fait pas sans embûches.
porté par le ministre d'État à la réforme parlementaire, Robert Burns, un poids lourd du Parti québécois, le projet de loi est présenté le 23 mars 1977. Très vite, il fait face à de fortes contestations qui forceront le gouvernement péquiste à réécrire le texte. Le 27 juin, la nouvelle version est présentée en première lecture. Le projet de loi sera finalement adopté le 26 août, après avoir fait face à une opposition virulente, tant sur la forme que sur le fond, de la part des libéraux, des unionistes et des créditistes. Cependant, Burns maintient le cap et les grandes lignes sont conservées. Le projet de loi interdit le financement par les personnes morales, interdit les contributions de plus de 3 000 $ par année, rend obligatoire la divulgation de l'identité des contributeurs et nomme un directeur général du financement des partis politiques. Après avoir analysé les textes et les débats parlementaires autour du projet de loi 2, il ressort que le cadrage politique se retrouve tant dans la manière de poser le problème et dans les solutions qui y ont été apportées, que dans les critiques de l'opposition. De manière assez surprenante, malgré le parfum de scandale qui flottait sur le financement partisan, notamment du Parti libéral, la critique morale des mœurs politiques est peu présente dans les débats parlementaires. Au contraire, comme le résume très bien Burns en réponse aux oppositions qui lui demandent quel mal peut bien représenter le financement politique par les personnes morales, ce n'est pas une question de mal, répond-il, c'est une question idéologique. En effet, la majorité péquiste place l'organisation politique de la collectivité au centre de la problématique. Burns dénonce ce qu'il considère comme un privilège médiéval, à savoir l'accès privilégié des classes les plus riches aux titulaires de charges publiques. Il veut remettre l'intérêt majoritaire des citoyens au centre de la représentation politique. Les oppositions répondent également sur le plan politique. L'unioniste Fontaine dénonce l'idéologie isolationniste du Parti québécois, voyant dans le corps social un tout qui ne peut être divisé en classes sociales. Et de manière plus générale, les oppositions renvoient à une conception libérale de la démocratie dans laquelle chacun, y compris une personne morale, est libre de s'associer et d'exprimer son opinion en lien avec ses intérêts individuels. En tant que corps politique légitime, la personne morale doit donc conserver le droit de contribuer au parti de son choix. Les solutions choisies pour répondre aux problèmes sont également politiques. La divulgation des sources de financement doit permettre aux citoyens de voter en toute connaissance de cause. Le contrôle et la limitation des contributions servent à encourager le financement populaire. Il s'agit donc de changer un système de financement politiquement illégitime. En établissant l'électeur comme le seul contributeur légal, le Parti québécois élargit le monopole du droit de vote en lui ajoutant celui de contribuer. Le but est donc bien de changer le système du financement politique en le faisant passer d'un mode bourgeois, pour reprendre la classification de l'historien Angel, à un mode populaire, non pas pour améliorer les mœurs politiques sur le plan éthique, mais pour replacer le citoyen comme la seule source de légitimité politique sur laquelle est assise la démocratie représentative. Au cours des années 90, le problème a été reformulé en un problème plus étroit d'éthique et de déontologie autour de la question du lobbyisme. Alors que les crises économiques successives frappent très fortement le Québec depuis les années 80, les gouvernements libéraux et péquistes qui se succèdent tentent d'y répondre par des politiques néolibérales. Alors que le Parti québécois de Lucien Bouchard prend justement ce virage néolibéral, Bernard Landry est l'un des ministres les plus actifs de cette évolution. C'est dans ce contexte que la question des lobbyistes, véritable symbole de ce rapprochement entre les intérêts du privé et les politiques publiques, est mise à l'agenda. À partir du milieu des années 90, la question du lobbying émerge comme un problème public dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, où plusieurs États et même certaines villes se dotent de législation pour encadrer la pratique. Au Québec, Bouchard annonce en mars 1996 que son gouvernement s'attaquera à la question. En mai 1997, la Commission des finances publiques se donne un mandat d'initiative afin d'étudier l'activité du lobbying au Québec. Cependant, en juin 2000, après 3 ans de débats, les députés péquistes et libéraux décident de ne pas recommander l'écriture d'un projet de loi. Alors que la question semble avoir été enterrée, le hasard des événements va le remettre brusquement à l'avant-plan. En janvier 2002,
plusieurs scandales éclatent sur les liens qu'entretient la garde rapprochée du Premier ministre Landry avec des lobbyistes aux pratiques douteuses. Ils vont conduire aux démissions du ministre Gilles Barry et du directeur général du Parti québécois, Raymond Bréard. Alors que les révélations s'enchaînent quotidiennement dans la presse, dès février, le gouvernement annonce qu'il va faire adopter, selon les termes de Landry, la loi la plus avancée au monde sur le lobbyisme. Le 16 avril, le projet de loi 80 est présenté devant l'Assemblée nationale. C'est le ministre de la Justice, Paul Bégin, qui en est le rapporteur. Il contient 4 mesures principales: l'enregistrement obligatoire des lobbyistes dans un registre public, la nomination d'un commissaire au lobbyisme, l'élaboration d'un code de déontologie du lobbyisme et l'interdiction pour les lobbyistes de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats ou à même les subventions obtenues. Malgré cette naissance marquée par les scandales, évidemment dénoncés avec vigueur par l'opposition libérale, le parcours parlementaire du projet de loi 80 est beaucoup plus apaisé et consensuel que celui du projet de loi 2, tant sur la forme que sur le fond. Bien que subissant des amendements majeurs sur le fond, les articles sont presque tous adoptés à l'unanimité. On introduit par exemple une disposition qui souligne la légitimité du lobbyisme dans le premier article du texte de loi. Les péquistes, les libéraux et les représentants des firmes de lobbyistes et du monde patronal qui interviennent en audience publique sont d'accord sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de limiter ou de remettre en question les pratiques de lobbyisme, mais simplement de les dévoiler afin de s'assurer de sains comportements de la part des lobbyistes. Bien qu'au début du processus d'adoption, Bégin affirme se préoccuper de l'égalité de représentation de chacun auprès des pouvoirs publics, cet enjeu politique est vite oublié. Pour les acteurs du débat de 2002, le lobbyisme n'est pas un problème sur le plan politique. Bien au contraire, il facilite l'accès à un État de plus en plus lointain et complexe, et en tire d'ailleurs toute sa légitimité. Le seul problème qu'il pose réside dans les pratiques professionnelles immorales de certains individus. La transparence suffit donc à elle-même. S'ils doivent agir aux yeux de tous, les lobbyistes agiront moralement. La transparence est donc une modalité de l'éthique, elle en est à la fois l'expression concrète et la condition sine qua non. L'autre grande orientation du débat de 2002 est la discussion autour de la régulation de la profession de lobbyiste. En réglementant la pratique, en la définissant, en établissant qui l'exerce et auprès de qui, en nommant des instances de contrôle et en établissant la rédaction d'un code de déontologie, c'est bien un métier et plus exactement une profession qui est reconnue, sinon officiellement, du moins dans les faits. À l'opposé, les rares discours prenant en compte l'enjeu politique du lobbyisme sont largement marginalisés. Ces discours émanent en majorité d'acteurs dont l'influence politique est faible, sinon inexistante. On peut prendre pour exemple des particuliers tels que Bernard Viau ou Patrice Fortin, ou l'universitaire Nicole Lacasse. Le péquiste André Pelletier, seul député à poser une véritable critique politique de la place du lobbyisme dans la démocratie québécoise, est totalement isolé et disparaît rapidement du débat. Pour la grande majorité des intervenants issus de la société civile, pour l'opposition libérale comme pour la majorité péquiste, le seul problème politique résiderait dans un projet de loi qui viendrait restreindre l'utilisation du lobbyisme, si utile, selon eux, au fonctionnement de l'État et de la démocratie québécoise. Le projet de loi 80 représente donc pour les acteurs du débat parlementaire de 2002 une reconnaissance légale du lobbyisme et se contente de définir les modalités d'exercice d'une activité en voie de professionnalisation. Comme nous venons de le voir, l'enjeu des relations entre les titulaires de charges publiques et les intérêts privés organisés, prenant forme à travers les problèmes spécifiques du financement partisan en 1977, puis du lobbyisme en 2002, s'est dépolitisé. Comment expliquer cette dépolitisation du débat parlementaire? À partir des années 80, le paradigme néolibéral a imposé sa réalité sur les structures de l'État, sur les idées et sur les discours. L'insertion des logiques et des pratiques du privé au fonctionnement de l'État et l'externalisation de l'expertise étatique ont favorisé l'extension du rôle des lobbyistes comme conseillers et comme influenceurs politiquement légitimes. J'émets donc l'hypothèse que le néolibéralisme a eu une conséquence directe sur la dépolitisation du débat parlementaire qui a touché autant la formulation du problème
que les solutions légales adoptées. Du fait des politiques néolibérales de désengagement étatique et d'une mondialisation en forte extension, l'État semble perdre son emprise politique sur une société où les pouvoirs économiques décident au moins tout autant, si ce n'est davantage, de l'organisation de la cité. Sans qu'ils en aient réellement conscience, les acteurs politiques ont abandonné, du moins sur cette question particulière du lobbying, le pouvoir de modifier les relations politiques au sein de la société. L'influence du néolibéralisme sur le positionnement idéologique des partis politiques québécois a largement été documentée, notamment le glissement du Parti québécois vers la droite. En revanche, la dépolitisation des discours et des solutions légales adoptées au sein de l'espace parlementaire, bien qu'évoquée, a été peu développée et pourrait être une voie d'exploration fructueuse pour l'histoire politique. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Renaud. Je vois des applaudissements dans le public. Donc, notre prochaine intervenante sera Martin, et je vous cède la parole. Allez-y, monsieur. Bonjour, j'aimerais d'ailleurs féliciter toutes les intervenants. C'était assez incroyable, toutes ces présentations, très érudit. J'ai appris beaucoup. Bien sûr, les organisateurs aussi sont à remercier pour ce travail qui est très fastidieux, on va simplement dire. Moi, en fait, je ne veux pas vous parler de mon projet de recherche nécessairement. Je veux plus vous parler de la multidisciplinarité sous l'objet de mon projet de recherche qui s'agit de l'Institut d'études médiévales, qui est une même façon multidisciplinaire d'étudier le passé, dans ce cas-là, la période médiévale. Fait que moi, mon objectif, c'est vraiment de vous parler de cet institut-là, comment il évolue de 1930 environ jusqu'à 1969. Je ne vais pas continuer par la suite par manque de temps. Il faut comprendre l'Institut dominicain, c'est que c'est bien sûr un institut d'études médiévales est un institut qui est fondé par l'ordre dominicain, qui est un ordre religieux qu'on va dire que c'est un pan progressif de l'Église catholique. Et moi, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a deux approches interdisciplinaires qui vont proposer pendant ces années-là. Et il y aura deux échecs de l'instituer et de placer un cadre institutionnel fort à l'intérieur de l'Université de Montréal. Je dois mentionner que l'Institut d'études médiévales est bien sûr rattaché à l'Université de Montréal. Fait que là, on va retourner vraiment en arrière. D'où vient cette idée de faire de la recherche en sciences humaines à l'Université de Montréal? Bien, sa genèse vient bien sûr d'un fond religieux. Bien sûr, la culture catholique est très importante au Québec jusqu'en 1970. C'est bien sûr l'idée de la religion catholique de réinsérer les universités par l'étude de la philosophie. Eux, leur but, c'est de régénérer la théologie, de la moderniser en la jumelant à une étude philosophique de la théologie. Je suis sûr que personne n'est très familier à ces choses-là, mais grosso modo, ça se situe dans ce qu'on appelle le néotonisme. C'est un retour à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est un philosophe très important pendant la période médiévale pour avoir absorbé l'héritage d'Aristote. Simplement dit, bien sûr. On est au 19e siècle et en 1879, on propose le retour à saint Thomas comme une façon de retourner à la bonne vieille université catholique d'antan du Moyen-Âge, de l'âge d'or du Moyen-Âge. Au moment où saint Thomas et que les universités catholiques brassaient des idées qui n'avaient jamais été brassées avant. Dans ces courants, je vais en nommer deux pour simplifier. Il y aurait la théologie positive et la théologie scolastique. Théologie positive qui est bien sûr du style positiviste, qui recherche de regarder l'étude des données, puis la théologie scolastique. Moi, la façon que je l'explique à mes amis, la différence, c'est la théologie positive va regarder le comment et la théologie scolastique va beaucoup plus regarder le pourquoi. Pourquoi Dieu intervient? Tandis que la théologie positive, c'est comment est-ce que Dieu intervient? Très, très différent. Et la théologie positive, en fait, c'est articulé comme l'étude des données révélées. Les données révélées, c'est vraiment, en fait, regarder ce que les traces du passé nous disent sur le passé catholique. Il y a trois données révélées principales. Tu aurais l'archéologie, qui retourne à la vie de Jésus. Tu aurais les données historiques, qui regardent les textes, l'évolution du dogme, etc. Et bien sûr, la philosophie, puis l'évolution de la philosophie. Cependant, toute cette
Cette étude des données révélées va bien sûr arriver à une critique du pape qui va bien sûr les mettre à l'index et les mettre en interdit à cause qu'ils ont osé, par leur témérité sacrilège, de placer Jésus-Christ dans son humanité et d'étudier l'humanité de Jésus et de la regarder sans regarder son aspect divin. Fait que l'aspect positif de la théologie va souvent être regardé de mauvais œil par le pape et par la papauté, et ce qui veut dire la mise à l'index, etc. Fait que l'ambition du pape et des mesures de censure, c'est de séparer l'histoire et différentes méthodes d'analyse ou futures disciplines de la théologie et de la philosophie. Comme ça, ils sont capables de garder contrôle sur qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est étudié en théologie. C'est un contrôle de la recherche en soi. Alors, l'Institut d'études médiévales ressort un peu de ce mouvement-là. Sa genèse provient d'un moment où au Canada, le Canada et la France se font des rapprochements dans la période de l'entre-deux-guerres. Ces rapprochements vont amener du financement français au Québec et des rapprochements entre les universités françaises et les universités canadiennes. C'est aussi l'importation des méthodologies qui sont en développement dans les universités françaises. Et pour notre cas, ça se fait à travers l'Ordre dominicain, qui est bien sûr une institution internationale avec des provinces en France et au Canada. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, c'est de rassembler la théologie avec la philosophie et l'histoire. Ils se disent, maintenant, le temps a passé, on n'est plus dans la crise moderniste, on n'est plus dans le rejet de cette idée-là, et on va régénérer la théologie au Canada pour la moderniser et pour qu'elle puisse parler aux contemporains. Fait que ces ambitions-là sont très reliées aux idées de la nouvelle théologie. Nouvelle théologie, qui est un nouveau sujet étudié. On verra ça plus tard à quoi c'est utile. C'est vraiment une idée de ressourcer le thomisme. Thomisme qui est d'ailleurs la philosophie prépondérante au Québec pendant les 50 années précédentes. Au Québec, tout s'articule dans un thomisme qui est scolastique. Et eux, leur but, c'est de proposer un thomisme qui est positif. Fait que cette idée-là, c'est une idée multidisciplinaire qui est en fait une critique de la hiérarchie des savoirs et une critique de la théologie et une critique de la prépondérance de la théologie, qui est une espèce de conflit disciplinaire pour revoir comment on étudie saint Thomas d'Aquin. Après ce long préambule très, très, très compliqué, l'Institut arrive et déménage à l'Université de Montréal, qui est alors un statut canonique. Canonique qui veut dire que sa charte universitaire est régie par le pape. Donc, pourquoi est-ce qu'elle arrive à l'Université de Montréal? C'est parce qu'à la base, elle se trouvait indépendante de tout lien universitaire à Ottawa, ce qui lui empêchait de donner des diplômes civils et bien sûr d'avoir accès au financement du gouvernement québécois. Donc, il décide de déménager à l'Université de Montréal pour, avoir des statuts universitaires et avoir accès à un financement. Eux, leur ambition, c'est vraiment d'appliquer la méthode historique à l'étude de la philosophie de la théologie médiévale. C'est vraiment cet aspect de combiner ces sciences et de faire une méthode interdisciplinaire de recherche pour régénérer la théologie. Cependant, à Rome, on dicte en 1942 que la nouvelle théologie, c'est une nouvelle hérésie. Donc, Rome va mettre en interdit tous les textes, les textes des fondateurs de cette idéologie-là, ainsi que les textes du fondateur de l'Institut d'études médiévales. Donc, elle arrive à l'Université de Montréal avec un projet qui veut combiner ces sciences-là, mais l'Église de Rome va mettre son pied à terre et va déterminer qu'il y a une séparation très étanche entre la théologie et les autres savoirs. Ce qui va faire que l'Institut d'études médiévales va ne pas avoir la capacité d'aller chercher des diplômes canoniques. C'est important, les diplômes canoniques au Québec, parce que la plupart des gens qui vont à l'école dans ce temps-là, ce sont des prêtres. Donc, ils veulent avoir un diplôme qui est reconnu dans des institutions religieuses. Bien sûr, nous sommes dans un autre temps. Fait que ça, c'est l'échec numéro 1. L'échec numéro 1, c'est vraiment un exemple où c'est l'Église de Rome qui va empêcher toute capacité d'institutionnaliser une mission interdisciplinaire. Tout le monde était rassemblé autour du même objet, saint Thomas, mais là, il va simplement dire la théologie étudie saint Thomas d'une manière, et vous, les études médiévales, vous faites votre chose, mais vous n'êtes pas de la théologie. Ce qui va vraiment instaurer ce qu'on appelle une distance institutionnelle, vraiment ce qu'on appelle des sous-cultures dans une organisation,
où les études médiévales et la théologie vont être très isolées. Pendant ce temps-là, l'histoire, elle, se développe de son bord dans une sous-division de la faculté des lettres en promouvant un récit qui est plus nationaliste. Parce que dans ce temps-là, c'est l'histoire nationale qui est étudiée dans le futur département d'histoire, qui s'appelle alors Institut d'histoire. Puis bien sûr, cette distance organisationnelle et de culture se situe aussi dans des distances physiques. Comme vous pouvez voir en ce moment, juste la distance physique qu'on a au colloque rend le colloque très différent et n'encourage pas les échanges interdisciplinaires. C'est un peu la même chose dans ce temps-là. Simplement, ils sont tous à des bâtiments différents. Il faut comprendre que les années 40 et 50, c'est le rapatriement peu à peu des anciens bâtiments de l'Université de Montréal qui se situaient à l'UQAM actuelle jusqu'à sur la montagne. C'était un long processus qui ne se fait pas instantanément. L'histoire va déménager dans les années 40, mais je ne connais pas le département d'histoire, les cours d'histoire vont être dans les vieux locaux du centre-ville, mais on ne va pas parler de ces choses-là. Posez-moi la question si ça vous intéresse. Fait que la recherche pré-révolutionnaire, et quand je dis pré-révolutionnaire, c'est pré-révolution tranquille, elle va dépendre du financement privé. Fait que l'Institut d'études médiévales va continuer à faire son projet, même s'il est isolé. Pourquoi elle est capable de le faire? C'est parce qu'elle a accès à un financement privé qui lui vient de l'ordre dominicain. Et bien sûr, elle dépend, mais cependant, cette recherche dépend de la vocation professorale. Vu que l'université n'a pas d'argent à accorder aux professeurs, il faut que ce soit des religieux ou des gens qui sont prêts à s'adonner gratuitement à la recherche. C'est vraiment dans une logique de maximisation des ressources, ce qui décourage la recherche jusqu'à la Révolution tranquille. Pendant cette période-là, l'Institut d'études médiévales est vraiment unique parce que grâce au budget de l'ordre dominicain, il est même capable de se fournir d'une bibliothèque spécialisée en sciences humaines, qui est la première de ce genre. Même en 1969, il y a une commission d'études, une commission des lettres de l'Université de Montréal va déterminer que c'est encore la seule bibliothèque spécialisée en 1969. D'ailleurs, l'Institut d'études médiévales collabore avec le département d'histoire dès 1946 en offrant des cours d'histoire, d'Antiquité et du Moyen Âge à ses frais pendant 20 ans. C'est bien sûr une contribution volontaire et non bénévole, mais qui donne un rôle à l'Institut au département. Elle se fait à cause que le département n'a pas d'argent pour payer un professeur d'Antiquité et de Moyen Âge. Fait que l'Institut à l'université moderne, j'ai utilisé ce terme parce qu'il va avoir une transition sur les chartes. Jusqu'en 1965, on se pose tous jusqu'en 1965, l'Université de Montréal va partir de l'idée qu'elle va conserver ses statuts canoniques. Et dans cette période-là, l'Institut médiéval a le plus de potentiel pour faire de l'interdisciplinarité parce qu'elle peut se rendre vers le religieux comme elle peut se concentrer sur l'interdisciplinarité. Dans cette période-là, il y a un petit détail qui vont faire en sorte que l'Institut va essayer de va retourner vers son projet théologique. Il s'agit d'un concile qui s'appelle Vatican II, qui va proposer l'Argionamento, qui est un peu un renouvellement de la théologie. Donc, eux, pendant la période de la Révolution tranquille, ils vont essayer de s'insérer dans ce contexte de Vatican II pour faire un projet interdisciplinaire et international. Et comme vous pouvez voir, il y a du vert partout. Ça veut dire que le cadre institutionnel de l'Institut va très bien. Ils ont accès à du financement du gouvernement. Le gouvernement, maintenant, leur donne même un financement statutaire qui donne de l'argent garanti par étudiant, ce qui est un moment marquant de l'évolution des universités. C'est le moment que le gouvernement du Québec décide de donner un montant fixe par étudiant, ce qui n'était pas le cas avant. À partir de ce moment, il y aura plus d'étudiants. Et il y aura donc plus de financement dans les universités. Je pense en 1955-1965, le budget, la contribution du gouvernement provincial va décupler au minimum en termes réels pour les universités. Fait que dans ce contexte, vu qu'il y a plus d'étudiants, toutes les facultés ne sont pas capables ils n'ont pas le corps professoral qui leur permet d'offrir des cours. Donc, ils vont faire beaucoup de collaboration avec l'Institut d'études médiévales. Cet institut-là, vu qu'il y a beaucoup de professeurs, vu que c'est un institut de recherche qui sont payés par l'ordre dominicain, va être capable de contribuer à ces 7 facultés différentes. C'est un grand moment où tu as un institut qui fait de l'interdisciplinarité.
ou qui sont capables d'enseigner le médiéval dans plusieurs facultés différentes. Cependant, la pression sur la laïcisation va s'attaquer à sa mission. Parce que, bien sûr, il bénéficie encore d'une mission qui est religieuse et d'un lien avec l'ordre dominicain. Donc, la société va devenir de plus en plus anti-patronale, mais aussi anti-ordre religieux, anti-influence religieuse. Ce qui va faire en sorte qu'elle va perdre son ascendance. Pendant cette période-là, l'Institut va essayer de maintenir son statut canonique à contre-courant des pressions qui demandent de plus en plus pour qu'on enlève le religieux des écoles, pour que ce soit une véritable laïcisation. Ce qui va faire en sorte qu'eux, ils vont perdre leur financement de l'ordre dominicain et leur réseau. Alors, que faire? Ils vont essayer de devenir un institut interfaculté comme il l'était déjà. Fait qu'ils vont organiser, ils vont faire une réforme qu'on appelle consultative, où ils vont demander à tous leurs professeurs, aux directeurs des autres départements, c'est quoi la forme que devrait prendre un institut interdisciplinaire. D'ailleurs, c'est le summum de leur légitimité internationale, alors qu'ils organisent un congrès international de philosophie médiévale en 1967. Tout ça va finir dans un comité des instituts interdisciplinaires d'université pour décider c'est quoi la formule interdisciplinaire que l'Université de Montréal va adopter, c'est quoi les possibilités, les limites de l'Institut interdisciplinaire universitaire, c'est quoi comment ça fonctionne, c'est quoi leurs droits, etc., etc. Un gigantesque mandat, comme on dit. Et le 13 avril, 13 jours après la première réunion du comité, le département d'histoire va se désister de tout prochain comité en disant que ça n'appartient pas à l'Institut d'études médiévales d'initier le domaine historique ou d'avoir le monopole du domaine historique médiéval et va impliquer sa propre faculté. La principale limite à l'interdisciplinarité dans ce cas-là, c'est 2 facultés qui ne veulent pas accorder à l'autre le droit d'organiser des cours. C'est l'échec numéro 2. Premier échec, elle est externe, elle dépend du réseau international dans lequel elle naît. Le deuxième échec, elle c'est vraiment en fait des compétitions interfacultaires. Le département d'histoire n'est pas contre ce que l'Institut d'études médiévales veut faire, mais elle veut protéger sa mission. Et surtout, l'Institut d'études médiévales représente l'ancien, le religieux, le médiéval, le Duplessis, qu'est-ce qu'il y avait avant, et c'est le temps qu'on arrive à quelque chose de plus moderne. Après ça, par la suite, l'Institut médiéval va perdre toute capacité d'organiser l'enseignement en histoire du Moyen-Âge au bac et dans les cycles supérieurs. Ce qui montre vraiment un peu son isolement, puis sa distance par rapport aux autres et son incapacité à faire de l'histoire, même si c'était le département qui faisait de l'histoire par la suite. Ça, c'est causé principalement parce que un système interdisciplinaire n'a jamais pris racine. Quand il est arrivé à l'université, il n'a pas été capable de développer un programme interdisciplinaire. Et pendant la Révolution tranquille, ça n'a jamais été enraciné, ça n'a jamais été légiféré. Aussi, par la suite, il va manquer d'objet central. Avant, c'était le thomisme que tout le monde voulait étudier. Maintenant, qu'est-ce que tu étudies? Et ça, c'est bien sûr, eux veulent essayer d'étudier les racines du canadienne-française, mais on se dirige justement vers une société qui va affirmer son sens québécois et nord-américain, et beaucoup moins se lier à son héritage canadien-français et catholique. Fait que le futur des études médiévales, pour résumer tout ça, va se faire à la FAS. La FAS qui, en fait, elle, va déterminer la faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, qui est une grande faculté, qui va déterminer, en fait, comment est-ce qu'on va faire de l'interdisciplinarité. Et moi, je ne peux pas, malheureusement, parler de ce sujet-là parce que c'est beaucoup trop grand, mais moi, je peux présumer qu'il y a un 3e échec-là dans la constitution du projet parce qu'ils ont été incapables de protéger l'Institut d'études médiévales et de créer des institutions interdisciplinaires, laissant beaucoup plus un espace collaboratif plutôt que structurel à l'interdisciplinarité. Je vais tous vous inviter à envoyer des questions aux 3 panélistes, bien sûr, et je revois bien sûr à Daniel. Ça a été un plaisir de vous présenter mon sujet. Merci beaucoup, Martin. Merci à nos 3 conférenciers pour vos interventions, mais aussi d'avoir respecté le temps, ce qui nous donne un bon bout de temps pour une discussion et notamment pour des questions de la part du public. Donc, on a une première question pour Eric de la part de Renaud.
Dans vos recherches, avez-vous découvert des discours contradictoires de la part du gouvernement du Québec entre son implication dans la défense de l'amiante et l'adoption de la loi sur la santé et la sécurité du travail en 1979 ou encore avec la loi sur les maladies professionnelles de 1985? Ou est-ce qu'on jugeait que les techniques minières étaient suffisamment sécuritaires au Québec? OK, ben merci pour la question. Donc, dans un premier temps, par rapport à la loi sur la santé et la sécurité du travail, qui a été vraiment une loi importante là, dans la protection, pour donner des garanties aux travailleurs quand ils faisaient leur métier qui était parfois risqué. Donc, une loi phare du gouvernement Lévesque adoptée en 1979. Alors, pour ce point précis, il n'y a pas du tout de contradiction dans cette volonté et avec la volonté de s'impliquer de façon accrue dans l'industrie de l'amiante. La raison, j'ai essayé de l'expliquer un peu très rapidement, c'est en fait que dans tous les cas, avec ces deux politiques distinctes, on est convaincu que ce sont les travailleurs qui vont ressortir gagnants et que s'impliquer davantage dans une industrie dysfonctionnelle comme celle de l'amiante, eh bien, ça va permettre de mettre fin à des pratiques dangereuses. Puis, à l'époque, dans cette industrie particulière-là, elles sont très, très, très dangereuses. L'amiante, si vous le savez, en fait, c'est un minerai fibreux. Puis, qu'est-ce qui est dangereux avec ça? C'est que quand la fibre se promène dans l'air et que c'est inhalé dans les poumons, bien, ça peut facilement provoquer, ça prend quand même en général une trentaine d'années. Donc, c'est très sournois comme maladie, mais après une trentaine d'années, ça peut causer des maladies qu'on appelle l'amiantose ou le mésothéliome, qui est un cancer du poumon extrêmement douloureux et très meurtrier, malheureusement. Et ben, justement, à l'époque, dans les mines d'amiante des cantons de l'Est, eh bien, c'est couvert de fibres dans l'air, puis les travailleurs ne portent pas de masque, il n'y a rien. Donc, malheureusement, il y a une prééminence de toutes ces maladies-là dans la région. Et c'est contre ça, entre autres, que veut agir le gouvernement Lévesque à cette époque-là. Donc, non, au contraire, il n'y a pas du tout de contradiction avec la loi sur la santé et la sécurité du travail. Pour ce qui est de la promotion internationale de l'amiante, ben, ça n'a pas encore commencé à cette époque-là. C'est avec la crise économique, la récession de 81-82 que ça commence. Puis ensuite, pour la loi sur les maladies professionnelles de 85, ça, je vais pas répondre directement parce que j'ai pas assez fait de recherche sur cette loi-là particulière pour répondre de façon satisfaisante. Mais c'est sûr qu'il y a contradiction. Là. Ça pète les yeux pour moi, comme on dit. OK, merci Eric. J'ai une question de la part de l'un de nos panélistes. Renaud a une question pour Martin et Eric. Allez-y, monsieur. Oui, alors moi, la première question va être pour Eric. Donc évidemment, c'est un peu en lien avec mon sujet d'étude, mais je voulais savoir si au moment de la nationalisation, il y avait eu une réaction, peut-être des pressions de la part des patrons des usines vis-à-vis du gouvernement. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu ça dans tes recherches? Ça se peut que ce soit en dehors de tes recherches. Et pour Martin, je voulais savoir si, donc apparemment cet institut a rencontré beaucoup d'obstacles dans son histoire. Je voulais savoir si leurs recherches, leurs résultats ont eu des conséquences d'abord sur le cours classique, ou alors ils étaient totalement marginalisés et ça n'a pas eu de conséquences sur le contenu du cours classique qui était enseigné à une échelle un peu inférieure à l'université. Puis par la suite, par exemple, dans les cégeps, une fois qu'ils ont été créés dans les années 60. OK, donc je peux commencer là, pour suivre l'ordre de tes questions. On dit souvent que le gouvernement Lévesque, pendant son premier mandat, entre 76 et 81, il s'est attaqué à trois des groupes les plus puissants, en fait, du Québec, avec trois lois distinctes. Donc, il y a celle sur l'aménagement du territoire contre les promoteurs immobiliers. Il y a celle sur, excusez-moi, j'ai oublié le nom exact, mais par rapport à l'assurance automobile contre les avocats qui faisaient énormément, qui profitaient énormément des accidents automobiles.
Puis, le troisième groupe qui a été grandement affecté par ce gouvernement, qui a été attaqué, en fait, dans ses intérêts par ce gouvernement, c'est celui de l'amiante. Donc, qui sont, comme je vous ai expliqué, ce sont toutes des grandes multinationales américaines et une est britannique. Puis, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'ils ont réagi face à aux menaces de nationalisation. Ben, tu sais, le gouvernement du Parti québécois a été élu à la toute fin de 76. Puis en janvier 77, René Lévesque se rend à New York, au New York Economic Club, pour faire un discours vraiment célèbre là, où son objectif, c'était de rassurer les investisseurs américains que l'indépendance, ça n'allait pas être une révolution communiste dans ce genre-là. Alors, il est rassurant, c'est le ton de ce discours, il est très rassurant. Il dit juste une chose, c'est que pour l'amiante, par contre, ça, on va tenir notre bout du bâton, puis on va s'impliquer directement dans cette industrie. On compte nationaliser cette industrie. Puis directement, là, il y a vraiment énormément de pression juste après ce discours-là qui viennent des grandes multinationales de l'amiante pour essayer de freiner les plans du gouvernement. Donc moi, j'ai pu consulter dans mes recherches des fonds d'archives du gouvernement du Québec qui montrent les tractations. Puis en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est que finalement, face à la volonté persistante du gouvernement d'aller dans cette direction, bien, les compagnies vont se résigner. En gros, là, pour faire ça super rapidement, avec l'insistance politique. Je me rappelle un peu de la question. J'ai l'impression que ça avait rapport avec les cours classiques. Il faut comprendre que dans ce temps-là, le cours classique est déterminé par les facultés des arts auxquelles les écoles classiques appartiennent. Donc, c'est l'Université de Montréal qui décide des programmes. L'Institut d'études médiévales, elle, va former quelques professeurs, mais très peu parce qu'elle est très axée sur la recherche. Les professeurs des cours classiques sont normalement formés dans des écoles qu'on appelle les écoles normales supérieures, qui forment les pédagogues de la province à ce moment-là. Donc, ils ont très peu d'impact. Eux autres, c'est surtout sur la recherche à l'international. Il y a des travaux de l'Institut d'études médiévales qui sont encore cités comme les principaux, comme les travaux les plus avancés sur certains domaines. Pour qu'il s'agisse de la formation des cégeps, c'est vraiment, ils participent à la conversation, mais ils sont surtout anglais sur l'idée de créer un cours de civilisation. L'idée va être faite d'abandonner l'histoire littéraire qu'on enseignait avant, l'histoire des récits, puis de vraiment commencer à articuler le cours d'histoire sur un angle civilisationnel. L'Institut médiéval va participer à une conversation qui est très, très grande, que les anthropologues, la faculté d'anthropologie de l'Université Laval va participer, que les différents départements d'histoire vont participer, puis différents départements aussi à l'Université de Montréal, qui veulent juste placer un cours de civilisation, qui va être plus inclusif des autres sciences dans comment on enseigne l'histoire, plutôt qu'enseigner une histoire qui est un récit. Parfait. Je vais tenter une question pour vous trois, donc une question transversale. C'est ce qui est intéressant quand on est ensemble sur un panel avec des personnes qui étudient à peu près la même période et certaines des mêmes thématiques. Donc, j'étais frappé par le fait que la Révolution tranquille et tous les changements dans la culture politique, dans le rôle de l'État, dans la société québécoise qui l'accompagne, occupaient un rôle assez important dans vos trois interventions. Peut-être un peu moins pour certains, mais je le voyais dans chacun de vos interventions. Mais vous nous avez fourni aussi d'autres outils pour cadrer vos analyses. Renaud, vous avez parlé du néolibéralisme. J'ai l'impression que Eric, c'est aussi une manière dont vous apprenez l'histoire que vous présentez. Martin, vous avez parlé de la modernisation de l'université. Donc, j'aimerais que vous nous parlez, si vous avez des choses à partager, sur la manière dont vous situez vos études par rapport à la Révolution tranquille et par rapport à ces autres grands cadres, comme quels sont les moments charnières? Est-ce que la Révolution tranquille peut tout expliquer dans l'évolution des institutions au Québec pendant cette période? Voilà, question très large, mais si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Je ne me rappelle pas où que je l'ai lu, mais j'aime bien voir l'idée d'une courte et d'une longue révolution tranquille. Fait que tu as souvent l'idée que tu as une courte révolution tranquille qui va se faire de 1960 à 1966, qui est en fait la révolution tranquille, la terminologie qu'on utilise normalement.
normalement. Il y a beaucoup d'idées que tu as une longue révolution tranquille qui s'étend de 1960 à 1976, à l'élection du PQ, qui termine en fait la longue marche vers l'idée d'avoir un parti qui est nationaliste. Moi, je pense que les changements organisationnels de la Révolution tranquille sont surtout portés par l'idée que le gouvernement peut tout faire. Qu'il faut qu'on enlève aux institutions privées, dans mon cas, qui sont religieux, le contrôle de la mission sociale, pour la redonner au gouvernement, qui est le seul porteur légitime le seul porteur légitime. Tu sais, en 1963, pendant le dialogue de ce qu'on appelle le Bill 60, tu auras l'idée de tourner l'idée que c'est pas les corporations ou l'Église catholique dans ce cas-là qui représente le peuple, mais c'est bien le peuple qui peut décider. Parce qu'avant, on léguait le contrôle aux corporations ou à l'Église catholique sur c'est qui avait la légitimité de décider. Puis, bien sûr, après ça, l'Union nationale va continuer tout ce que le Parti libéral a fait. Mais il va le critiquer en même temps. Il va gagner l'élection en le critiquant, mais il va continuer ses démarches. Merci, Martin. Renaud, Eric, est-ce que vous aurez des éléments d'une réponse? Oui, je peux continuer si Eric le permet. Ben oui, effectivement, sur la longue révolution tranquille, donc moi je suis en plein dedans en 1977 parce que c'est exactement comme ça que le PQ se positionne avec Burns, où il fait tout un historique dans les débats de ce qu'a fait le Parti québécois sur la question du financement populaire, du financement politique populaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux principaux partis, parce que l'Union nationale et les créditistes, bon, ils sont présents, mais ils sont quand même nettement minoritaires. Donc, les deux grands partis se positionnent comme les héritiers de la Révolution tranquille. Donc, il y a ce que j'ai appelé une bataille mémorielle, c'est-à-dire que le Parti libéral dit « vous avez rien inventé » au Parti québécois. Nous, ça fait longtemps, depuis les années 60, qu'on a changé les mœurs politiques. Et le Parti québécois répond « oui, mais premièrement, nous, on y a participé aussi parce que l'évêque était membre du gouvernement et c'était celui qui se positionnait particulièrement sur cette question. Et depuis les premiers jours du Parti québécois, dans le programme, on a posé cette question. » Et ensuite, évidemment, Burns, notamment, était à la pointe de la lutte contre le financement illégal. C'est lui, par exemple, qui interroge sur le ministre Laporte. Donc, c'est lui qui révèle à l'Assemblée nationale les liens avec la mafia. Et ça m'a posé, donc cet énorme apport de la Révolution tranquille, ça m'a posé un problème pour la suite, et je pense que c'est un problème pour tous les historiens qui s'intéressent à la période post-Révolution tranquille. C'est-à-dire quand on a une période aussi signifiante, la période qui suit pose énormément de difficultés pour justement s'en éloigner un peu. Et je pense qu'avec le néolibéralisme, là, ça permet justement de voir ce qui reste de la Révolution tranquille, parce que par exemple, l'apparition de la société civile comme un acteur politique important disparaît pas du tout avec le néolibéralisme, au contraire. Et par contre, il y a un changement de comportement du politique de la part de ce que j'appelle les titulaires de charges publiques, qui est évidemment assez évident là-dessus. Eric, est-ce que vous souhaitiez répondre? J'aurais énormément de choses à répondre par rapport à ça. Là. Il y a énormément de liens à faire, mais si je peux juste lancer sur une piste de réflexion que je trouve assez intéressante et contradictoire dans le cas de la recherche que je fais présentement, c'est de montrer comment le Québec, comment il vit sa révolution tranquille et comment il le vit précisément avec l'industrie de l'amiante, en voulant prendre cette industrie en main, se l'approprier, puis assainir ses pratiques. Eh bien, dans cette bulle-là qu'il vit juste lui-même, eh bien, il entre tout à fait en contradiction, pas en contradiction, mais en opposition avec ce qui se développe partout ailleurs en Occident. Parce que partout ailleurs en Occident, on développe au tournant des années 80 une crainte par rapport aux dangers reliés à l'amiante. Donc, il va y avoir une politique tout à fait opposée. Puis, c'est la piste de réflexion vers laquelle je voulais vous amener. Voilà. Merci beaucoup. Puisque le temps file, je vais juste poser une dernière question. Question sur le cours de civilisation proposé par la FAS.
Et la question est tout simplement, est-ce que ce cours de civilisation dont vous avez parlé, Martin, est-il l'ancêtre du cours d'histoire à la civilisation occidentale dans le cégep qui est présentement revu et coupé? Moi, je dirais que c'est proposé par le rapport parent dans une certaine mesure. Mais oui, c'est un ancêtre, c'est sûr et certain, parce que le cours garde son nom. Mais après ça, je ne peux pas expliquer l'évolution du cours de civilisation occidentale, je ne connais absolument pas ça. Mais l'idée est très humaniste, la logique qu'on peut combiner tous les savoirs et expliquer tout dans un seul cours. Voilà, merci beaucoup, Robert. On doit conclure la discussion. Je vous remercie, Eric, Martin et Renaud, de vos interventions. Merci au public pour vos questions.